Vous avez sans doute remarqué que cette vidéo est anormalement longue. Dans tous les cas, je vous trouve soit bien téméraire d'avoir cliqué, soit pas très réveillé. Et je vous en remercie, c'est qu'a priori je fais le café. Normalement, vous venez sur cette vidéo car je vous ai guidé à partir de cette autre vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de l'ouvrir dans un nouvel onglet, de la regarder avant et de mettre celle-ci en pause. Et puis vous reviendrez ensuite si vous avez le courage, parce que c'est long, c'est très long. Et à la fin de cette vidéo, celle-là du coup, pas l'autre, que vous avez ouvert sur un nouvel onglet, regardez d'abord, mais du coup vous êtes revenu là, donc à la fin de cette vidéo-là, il y aura un autre lien caché vers une autre vidéo encore, qui dure 3 heures, c'est très très long. J'ai envie de vous donner vraiment une opportunité, encore une fois, de voir ce métier le plus proche possible de la réalité, en tout cas de ma réalité de conservatrice-restauratrice indépendante des arts graphiques, c'est-à-dire des objets sur papier, carton et parchemin, occasionnellement des livres, occasionnellement des soies associées au papier ou autres matériaux associés au papier en général, bois, métal, etc., etc., cuir. Du coup, je vous propose d'être une petite souris dans mon labo, ce qui vous en conviendrait de la part d'une conservatrice-restauratrice est un sacré passe-droit. Mais pour l'instant, revenons au début de ce projet de conservation-restauration, où je vais vous présenter un objet que j'avais en traitement à l'Opératorium en début d'année, en janvier, il me semble, quand j'ai accueilli Célia, une copine, donc pour lui montrer. À l'origine, elle m'a demandé si elle pourrait un jour venir, telle une petite souris dans l'atelier, se faire toute discrète dans un coin et juste regarder comme ça ce qui se passe sans me déranger. Et moi je lui ai dit, mais non, mais au contraire, viens, et moi je vais te montrer, mets-toi à côté de moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je tiens à préciser que c'est hyper stressant d'avoir quelqu'un qui vous regarde travailler. Donc de fait, elle avait plutôt la bonne démarche. Enfin, la plupart du temps, c'est très stressant parce que c'est hyper précis. Donc c'est forcément un petit peu différent quand on travaille avec quelqu'un à côté de soi que quand on est seul. Mais encore une fois, c'est l'image la plus proche que je puisse vous donner de la conservation-restauration. Et au bout de 10 minutes à échanger, elle posait des questions hyper pertinentes et j'ai eu un déclic et je me suis dit c'est comme ça que je veux parler de conservation-restauration. J'ai envie que ce soit un échange avec les gens parce que l'histoire c'est fait pour être partagée. De toute façon, puis cet objet il appartient à des collections publiques, il vous appartient. Mais oui. Du coup, je lui ai demandé si elle était d'accord pour qu'on branche vite le téléphone, qu'on refasse les 10 premières minutes et puis que le reste soit authentique. Elle m'a dit ok. Donc désolée du coup par avance si la qualité est totalement à l'arrache. J'avais pas de micro à l'époque et en plus quand je suis stressée, j'ai tendance à parler très vite, à monter dans les aigus et à rigoler comme une dinde, donc veuillez m'en excuser par avance. Mais je pense que l'enthousiasme et la curiosité de Célia étaient hyper communicatifs et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à suivre cet échange. Donc on s'est dit qu'on allait profiter d'une réaction parfaitement authentique. Voilà, elle n'a jamais vu ce livre et du coup on va pouvoir réagir ensemble et ça vous donnera peut-être des idées justement, des réponses à vos questions. Eh bien, spontané. Je sais pas comment dire ça, voilà. Donc, l'objet que je vais lui montrer, et à vous aussi du coup aujourd'hui, c'est un scrapbook. Est-ce que tu veux le prendre? Elle a les mains propres. Ok, oh la vache. Hop. Ah, ça fait son petit poids quand même. Ouais. Ça fait son petit poids. Hop, ça, je le mets par ici. Je le repose, hein. Je le garde pas très longtemps le bébé, ouais. Je vais même le retourner. Ah, dans quel sens? Vas-y, tant qu'à faire. Comme ça? Tu le sens? Ouais. Soulève-le pour pas frotter sur le support. Ok. Parfait. Et voilà. C'est bon. Je te donne tes diplômes. Ça c'était l'épreuve finale du truc. Exactement. Parfait. Trop bien. Donc, t'as une impression déjà quand tu le vois comme ça? Bah, premier abord, on sait pas trop de quoi il s'agit. En effet. Il n'y a pas de titre, il n'y a rien du tout. Ni sur le dos, ni... Non. Alors, précise ce que tu fais dans la vie, parce que c'est quand même assez intéressant. C'est un hasard, je lui ai dit que je lui montrerais un livre aujourd'hui, mais elle savait pas quoi, et ça tombe plutôt bien. Donc, j'ai fait des études dans la fabrication du livre. Voilà, donc elle connaît un petit peu le vocabulaire quand même. Un petit peu, mais pas autant. Je suis pas dans un truc aussi poussé que toi, il y a des choses ça va, et il y en a d'autres j'apprends, donc on est là pour s'entraider. En effet, il n'y a aucune indication, c'est pas un livre qui est fait pour être esthétique. D'ailleurs ça c'est un gros paramètre en restauration, on restaure pas que des choses esthétiques. Donc on a un petit peu l'image d'Épinal du restaurateur qui est toujours en train de faire de la retouche, des choses colorées avec un tout petit pinceau. En réalité il y a plein de raisons de restaurer un objet. Il y a la raison esthétique, financière, sentimentale, émotionnelle, exactement, historique, informative, donc voilà, il y a plein de paramètres. Et là, on n'est clairement pas sur un type d'objet qui requiert une restauration pour des raisons esthétiques. Sans vouloir le foncer. Exactement. Il est mal, là, il est très mal. C'est ça, il est très mal. C'est si mal, c'est ça. Mais tu es passionnée. Moi, je l'ai passionnée. Ah, terrible. Bref, en réalité, c'est un album, donc comme un album de photos.
Donc c'est un album en fait à remplir par la personne qui l'a acheté. Donc c'est pas des beaux matériaux de fabrication, c'est pas quelque chose qui est censé spécialement durer ni être personnalisé pour l'acheteur. Donc on a acheté ça en magasin de Beaux-Arts par exemple pour ensuite le remplir. Et le nom de ce type d'objet vient de l'anglais, c'est un scrapbook, comme le scrapbooking. Voilà. Donc c'est le scrapbook. C'est l'ancêtre, c'est ça qui est exactement. Et oui, avant Hello Kitty, il y avait le scrapbooking aussi. En fait, c'était plutôt bon. Ça peut remonter très très loin, même au Moyen Âge. Il y a des collections d'images, etc. La mode du scrapbook avec le mot anglais, c'est vraiment 19e siècle, début 19e, et c'est souvent une activité féminine, comme la broderie, les arts d'agrément, pour s'occuper, donc découper des images de mode, des images pieuses, et les collectionner dans un album tout fait. Donc voilà, il n'y a pas d'objectif que l'album soit beau à l'achat, il doit convenir à tous les types de personnes et de bourses. Cependant, on a quand même des belles matières. Je vous montrerai après. Tu pourras en juger avec ton expertise. Voilà. Donc, on va l'ouvrir quand même. Et du coup, quand tu reçois ce type d'objet de la part de ton client, qu'est-ce que tu fais dans un premier temps? On en revient un petit peu à cette histoire de valeur. Mon expertise, ça va être déjà d'analyser l'objet. Qu'est-ce que c'est? D'où il vient, où est-ce qu'il va aller aussi, pourquoi il va être utilisé, et on parlait donc des différentes valeurs. En fait, ces valeurs vont me permettre de déterminer ce que je vais faire donc avec cet objet. Je vais déjà me baser sur les informations qu'on m'a données parce que par chance, ce scrapbook, je sais à qui il appartenait, et il appartenait à nul autre que Marie Dagou, alias Daniel Stern. Je sais pas si tu connais. J'avoue, je ne suis pas aussi cultivée que ça. Non, il n'y a pas de mal. Même si c'est une des femmes les plus célèbres du 19e siècle. Aussi. Marie Dagou a vécu au début donc du 19e siècle, et c'est une femme de lettres, donc qui utilise l'alias masculin Daniel Stern. C'est une personnalité un peu comme George Sand, haute en couleur, connue pour sa vie libre, pas vraiment dans les codes classiques qu'on attend d'une femme au 19e siècle, et elle est surtout connue pour être l'amante du très célèbre compositeur Liszt. J'ai toujours du mal à prononcer ce nom. Non, mais désolée si je... il me semble que pour moi ça me semble très bien. Voilà, Liszt, c'était vraiment la grande star du 19e siècle, une des coqueluches parce qu'il avait ses longs cheveux, c'est un prodige, et c'était un peu un spectacle de le voir jouer. Et Marie Dagou va mettre le grappin sur un des artistes les plus en vue, et elle fait partie donc d'un cercle d'artistes parisiens voilà, qui vont influencer l'art à partir de la capitale, l'art en France. Voilà. Quel est le sujet de son petit scrapbooking? Alors, c'est ça qui est très drôle en fait. Son scrapbook réunit, t'as raison de le nommer quand même, c'est la base de pourquoi on le restaure en fait. Quel est l'intérêt? Elle est absolument obsédée par Liszt, et elle va collectionner au fil des années, même avant de le rencontrer, quand il est encore un jeune prodige de 13 ans, elle va collectionner en fait des coupures de journaux et les accumuler dans ce scrapbook. Donc c'est vraiment le témoignage quand même d'un amour qui passe par-delà les âges. Et il arrive juste à nous. Alors par où on commence du coup? Donc première réponse, c'était par essayer de déterminer la valeur de l'objet. Il appartient à la bibliothèque de Versailles, que je remercie bien sûr de m'autoriser de faire ces vidéos et de communiquer autour des pièces qu'il me confie. Donc j'en suis très honorée déjà. Quand même le dire, c'est important. Toutes les pièces ont besoin d'être restaurées avec le même attachement, mais c'est vrai que quand on a l'histoire en plus de l'objet derrière, c'est particulièrement émouvant, et c'est la raison pour laquelle donc on va restaurer cet ouvrage, à la fois pour l'aspect affectif et puis aussi informatif, puisqu'il réunit quasiment tout le Wikipédia, toute l'encyclopédie concernant Liszt à travers la presse et la vision donc, du monde vis-à-vis de ce jeune prodige. Alors, en commençant, en général, ce qu'on fait, en fait, avant même de récupérer l'œuvre, c'est que mon client va m'envoyer des photos, je vais établir un diagnostic, donc je vais analyser chaque élément de l'objet, du livre en l'occurrence,
en essayant déjà de constater en fait qu'est-ce qui fait défaut, quelles sont les altérations. Donc savoir pourquoi il y a cette dégradation, quelles en sont l'origine. Est-ce que c'est une tension trop forte? Est-ce que c'est une bavure de colle? Est-ce que les matériaux sont acides? Est-ce que voilà, ça a été posé à moitié à l'ombre, à moitié à la lumière et on a une grosse trace de lumière, de jaunissement qui correspond. Est-ce que ton client il te contacte et il a déjà il contacte pour une raison? Voilà, là en l'occurrence les coupures se plient dans le mauvais sens à force d'avoir bougé les pages, etc. Ou est-ce que il faut qu'on le restaure, on sait pas trop par où commencer, on te fait confiance? Alors il y a en effet un objectif, alors on me fait confiance quand même, parce qu'en plus je les connais maintenant. Par contre, il y a un objectif principal, justement. Ça fait partie des priorités qu'on détermine justement lors du diagnostic et du pronostic, et qu'on associe à cette réflexion sur la valeur de l'objet, où il va, par qui il va être consulté, pourquoi on le conserve. Et en fait, on met tout ça en parallèle et on pèse le pour et le contre de qu'est-ce qui est prioritaire. Forcément, on a un budget, un délai de temps, un objectif. Là, heureusement, parce que c'est le mieux pour la conservation, c'est un objet qui va surtout être en réserve et consulté juste très ponctuellement et numérisé, mais peut-être qu'il ira en exposition de temps en temps. Donc il faut essayer de prévoir ça. Donc il y a des priorités. Et là, le problème principal de ce livre, c'est que, là on voit très très bien, j'y vais spontanément, hein, puisqu'il faut montrer à quoi on est confronté. Donc, rassurez-vous, voilà, c'est parfait, tout va bien, hop, pas besoin, t'inquiète, elles vont bien entre elles, elles vont bien justement, tant qu'on cherche pas à se précipiter, mais t'as eu la réaction complètement normale, en fait, de toutes les personnes. Du temps pour descendre. Tu sais que ça a de la valeur, voilà, exactement. Mais donc, c'est le problème. Et le risque, c'est que quelqu'un qui n'est pas préparé, qui a peur, justement, pour la sécurité, va peut-être se dépêcher et déchirer quelque chose au passage. Donc, il faut essayer de trouver une solution pour éviter les gens comme moi d'agir de cette manière. Au contraire, les aider pour que la lecture soit très confortable et que ça porte pas préjudice à l'objet pour l'avenir. Voilà. Des petites annotations, des dates. Il y a des dates, exactement. Par tranche de vie à chaque fois, c'est excellent. Oui, c'est ça, voilà. Elle collectionne vraiment. Chaque année, il y a un petit compte rendu des exploits de listes. Donc, Et comment t'appelles ça déjà? Les traces que ça peut... Alors ça, les formes en fait qui correspondent aux coupures de journaux, ça s'appelle des fantômes. En fait, les encres d'imprimerie sont grasses et elles vont donc créer un effet négatif sur le papier qui est en face par oxydation avec le temps. C'est vraiment des taches de gras en fait. Des taches de gras. Il y en a des très marrantes, subtiles, très subtiles. Mais il y en a des très marrantes parce que... Alors tu vois, regarde, mais même, on n'est pas à l'abri hein, c'est bien le problème. Même moi qui a priori on fait tout, voilà, il n'y a pas d'entraînement. Mais même moi qui suis censée quand même être experte, évidemment je suis humaine et je me retrouve au même risque. Donc il faut justement essayer d'éviter au maximum ces risques. Voilà, sachant que c'est idéaliste, bien sûr, on peut jamais complètement empêcher les objets de vivre, de se dégrader. Hein, c'est... Parce que je crois qu'on n'a pas dit la date. 1809, ça commence et ça se termine en 1840. Donc vraiment, c'est l'époque romantique, donc vraiment cette époque hyper importante du 19e siècle pour la musique, notamment. Et puis elle a vraiment récolté des journaux, là il y a de l'italien. Ouais, exactement. Il y a de l'allemand. Ouais, il y a de l'allemand, exactement. On voit bien avec évidemment les belles lettres gothiques, classiques de la presse allemande. Donc en plus, c'est ça qui est intéressant dans des objets hybrides comme ça, c'est que en plus c'est témoin d'une société, c'est témoin de la presse. Il y a je sais pas combien de journaux différents, ça vaudrait une autre étude hein, carrément, pour essayer de retrouver tous les journaux de l'époque qui sont représentés là-dedans. C'est presque un scrapbook aussi. C'est vrai. Quelque part. Sur la presse. Un échantillon de la presse de l'époque. C'est ça en plus de l'époque. Ça dit pas mal de sujets. C'est ça. Et puis ce qui est vraiment intéressant dans l'angle de ce type de choses, c'est qu'elle l'a fait vraiment à titre d'adoration, d'admiration de l'artiste et son futur amant. Mais en plus, ça donne vraiment un témoignage de la vision d'un artiste par une population de son époque. Et c'est intéressant de voir en quels termes il s'exprime, comment il le voit. Et vraiment, on retrouve presque des termes de stars. Sacré fangirl. Lui, il est trop bien, regarde. Il Pirata. Le journal pirate. Et il y a un petit dracard. Ah, c'est magnifique. C'est chouette, hein. Je n'ose tellement pas toucher.
Écoute, Il y a des... tu as les mains propres, tu as le doigt. Ouais, mais le stress, au moins pour sentir les textures. C'est vrai qu'on a nous-mêmes une adoration finalement vis-à-vis de ce type de choses. Et c'est bien de garder ce recul presque religieux, respectueux, parce qu'au moins ça nous évite de faire les gestes de façon inconsidérée, un peu précipitée. Ouais, c'est ça. Au moins on prend le temps. Donc c'est bien de garder finalement cette retenue, un petit peu cette réserve. Ah, c'est là-dessus du coup. Voilà, c'est bien. Mais il faut pas non plus s'empêcher. Et moi en tant que restauratrice, je dois toucher directement à main nue, parce que avec des gants je perdrai toute la dextérité qui est vraiment nécessaire pour moi pour reprendre les textures, les structures et garder vraiment une unité en fait de matière. Sinon, si j'ai pas cette sensation très importante, ben, je risque de le restaurer avec un décalage de vision. Et ça va être un petit peu faussé et ça pourra ressortir. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce que je pensais que justement en prenant la boîte, en le sortant de la boîte, t'allais mettre tes petits gants blancs comme on voit dans les films. Et j'ai une vidéo en préparation à ce sujet de même, donc j'en parlerai plus en détail, mais non, pas de gants, surtout en restauration. Bah, c'est bon à savoir. Dans l'inconscient, je pense de tout le monde, c'est une obligation d'avoir des gants blancs quand tu... Mais c'est parce que notre métier est très peu représenté, donc il y a un bon travail évidemment de sensibilisation et puis juste de nous montrer qu'on sorte un peu de nos réserves. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Donc quand on arrive sur cette double page là, toi, tes points où tu vas te focaliser dessus, sur lesquels tu vas te focaliser, est-ce que ça va être la teinte que tu vas essayer de récupérer, ça va être le pliage que tu vas essayer de récupérer? Qu'est-ce que tu... Là, toi avec ton œil aiguisé, qu'est-ce que tu vois qui nécessite ton attention? C'est intéressant ce type d'ouvrage pour présenter un petit peu le métier justement, parce qu'on est finalement sur des altérations classiques qui représentent vraiment la base du métier de restaurateur de papier. Et donc ce que je vais te décrire, c'est vraiment les choses qu'on fait quasiment quotidiennement en tant que restaurateur d'art graphique. Donc après avoir posé, comme je l'ai dit, des diagnostics, avoir fait des propositions, parfois faire des tests. Alors souvent on connaît nos matériaux, donc il n'y a pas besoin, on se fie vraiment à notre œil, on va fuir les zones à danger, comme typiquement les encres. Il y a tous les tampons là de la bibliothèque de Versailles, des tampons historiques mais qui sont à l'encre rouge, qui pourraient délaver. Moi je n'ai pas l'intention justement de nettoyer les papiers. Tu vois, ils sont dans une très belle teinte blanche, il n'y a aucun jaunissement. C'est vrai. Ce papier brun, on pourrait croire qu'il est acide, jaune et cassant, pas du tout. Il est teinté en brun au moment de sa confection. Et c'est une très belle fibre de papier, puisque on voit bien, il n'y a eu aucune transmission d'acidité. On a un vrai vert éclatant là, tu vois, il n'est pas du tout devenu brun comme on peut le voir sur des papiers oxydés. On le voit bien avec les traces de colle et de gomme arabique. Il y a un petit scotch ici. Exactement, donc ça, il y aura autre chose à faire, ça tombe dans cette double page. Mais c'était un hasard. C'est parfait. Du coup, tu vois, on voit les zones où ça va jaunir ponctuellement. Là, t'as ce qu'on appelle du foxing, c'est souvent des particules de ions ferriques, donc des petites particules métalliques qui sont piégées dans la pâte à papier, qui vont rouiller en fait ponctuellement. D'accord. Bon, c'est un petit peu mystérieux. Le foxing, c'est une histoire en soi à part entière. C'est un petit peu aussi une histoire de moisissure. Enfin, on n'est pas tous d'accord encore scientifiquement. Toi, tu crois quoi du coup? Je pense que ça dépend de la nature du papier, ça dépend de la réaction aussi avec son environnement, comment il a vécu en fait, comment il a été conservé. Mais c'est vrai qu'il faut être patient avec la science, ça c'est une grosse base du métier de restaurateur. Quand on ne sait pas justement, ne pas trop s'avancer, voilà, prendre le temps et pas se précipiter, parce qu'on va toujours garder toutes les possibilités à l'esprit si on n'est pas sûr. D'accord. On va attendre que la science nous en dise plus à ce sujet. Tu vois, donc on a un très beau papier, bien blanc. Vraiment pas du tout jauni, enfin certainement un tout petit peu mais c'est imperceptible. On a une belle souplesse aussi, donc pas de bain. Et en plus ça poserait problème avec les tampons rouges. Donc je vais pas tester les tampons rouges, pas besoin, puisqu'ils vont pas être touchés par D'accord. Et qu'est-ce que t'entends par bain du coup? Alors les bains, ça serait décoller toutes les coupures de journaux, les baigner dans des bains avec pour retrouver une souplesse de la fibre quand elle est devenue cassante. Mais elle devient cassante en général quand elle est oxydée, donc acide, et là c'est pas le cas. Vraiment le cas, il n'y a pas besoin. Donc on essaie d'être vraiment minimaliste dans nos traitements, d'y aller parcimonie, de pas forcer les choses, et là en l'occurrence ça va plutôt bien. Donc voilà, donc je vais éviter de les décoller, ce qui me ferait perdre une information, puisque le collage a été exercé quand même, enfin
effectué par Marie Dagou. Donc ça a du sens, elle a choisi de mettre un coup ici, un coup là. J'ai pas envie de décoller et de retirer cette gomme ravie. Alors donc les choses à faire ici, ça va être un dépoussiérage. En général, c'est une de nos premières étapes. Même si en dépoussiérage, c'est pas anodin. Donc enlever les poussières, les choses un peu volatiles, mais c'est pas anodin du tout, puisque cette poussière, elle contient parfois des éléments importants, de l'ADN par exemple, un petit cheveu. Et souvent, donc, on fait le choix de la retirer parce qu'elle nous dérange, parce qu'elle risque de se retrouver collée quand on va faire des consolidations avec donc un adhésif. Mais voilà, donc c'est pas un geste anodin, il faut toujours garder ça à l'esprit, que tout ce qu'on fait, c'est quelque chose qui ne pourra pas être inversé. Même si on a un grand concept idéal en restauration qui est très beau, on parle de réversibilité, à savoir que tout ce qu'on fait peut être retiré un jour. Bon, c'est utopiste, mais en partant de ce principe, on agit pour le mieux. Et donc moi ce que je vais faire c'est donc dépoussiérer si possible. Ensuite je vais essayer de retrouver une planéité, donc mettre à plat les plis, mais en étudiant les plis qui sont d'origine. Là clairement ça dépasse et on voit qu'il y a des plis volontaires qui correspondent à un interstice de texte. Mais par exemple celui-ci, je pense que c'est... Voilà, ça c'est un accident a priori. Ça empêche la lisibilité. Exactement, et tu vois là c'est collé en plus. Du coup pourtant, t'as raison, mais c'est un accident certainement par... Marie Dagou elle-même. Je pense que regarde, il y a eu un point de collage, alors c'est peut-être pas elle, il y a sûrement une réparation dans le passé, tu vois. Ah exact. Je pense qu'il y a une réparation, il y a quelqu'un qui a mis un point de colle. Je vois pas. Je vois pas pourquoi elle aurait fait ça. Après c'est possible, encore une fois, on n'exclut aucune hypothèse. Mais c'est bizarre quand même. Donc je pense que ça a été recollé. Ensuite là il y a un pli qui me paraît volontaire. Donc j'aurais tendance lui à le garder. Mais les autres à les lisser. Après, on cherche pas non plus la planéité parfaite, hein. Ça a vécu, les plis font partie de l'histoire du papier, et si les plis sont là, on le voit bien, si les plis sont là, c'est aussi parce qu'ils ont une raison d'être là, c'est qu'ils correspondent au mouvement du livre. Donc c'est aussi une mise en garde parfois, des zones de fragilité justement. D'accord. Tu vois, de la faille du mécanisme, quoi, là où ça plie spontanément. Donc tu vois, pour consolider les déchirures, je vais passer par le verso et je vais utiliser ce qu'on appelle des papiers japonais. En vrai, on a aussi des papiers coréens qui sont très bien, mais on a plus l'habitude d'employer ce terme. Et en fait, ce papier a l'avantage d'être très très fin, c'est fou, avec de très longues fibres. Donc tu vois, là on est dans le sens, regarde là, je tire un peu, mais ça déchire toujours pas, alors que c'est extrêmement fin. T'as un sens de la fibre, donc là, tu vois, on est bien dans le bon sens, c'est une fibre qui dépasse. Dans le sens où on est en sens inverse de la fibre, c'est un peu plus dur. D'accord. Tu peux tester si tu veux. Et donc c'est très fin puisque déjà on se fie à l'épaisseur du papier. Donc il faut pas avoir quelque chose de trop épais, sinon ça va créer déjà une superposition. Et puis une tension trop forte en fait. C'est-à-dire que si tu tournes ensuite ta page où il y a une grosse réparation épaisse, bah, la réparation elle va être plus résistante que tout le reste du papier. D'accord. Si ça doit lâcher et déchirer, ça sera pas au niveau de ta consolidation, ça sera au niveau du papier d'œuvre. Donc toujours prendre un grammage inférieur. Voilà, exactement, ça va te parler ça. Ah mais là on est très inférieur. Très inférieur en effet pour une autre raison, c'est qu'on a des documents qui sont recto verso volontairement. Donc il faut pas masquer le texte. Donc ça fait partie encore des parties pris. Parfois on n'a pas le choix, on doit faire au mieux avec ce qu'on a. Ce sera peut-être un petit peu moins solide, mais au moins le texte reste lisible et on n'a même pas trop le choix. Donc ça va apporter une recommandation supplémentaire de vigilance au moment de la consultation. Après c'est un livre qui va retourner en bibliothèque, qui sera beaucoup lu. Les gens a priori feront attention. J'espère. On regarde. On revoit. Ma colle d'amidon, donc c'est comme un petit peu, c'est de l'amidon de blé. Ça ressemble à ce que tu as quand tu égouttes ton riz en fait, tu sais, cette espèce d'eau visqueuse. Donc en fait on extrait l'amidon de blé, c'est un amidon pur, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas un tuto. C'est des amidons purifiés. Et il y a surtout diverses façons de les cuire, il y a diverses façons de les laisser attendre plus ou moins longtemps, maturer, etc. Donc il y a vraiment plein de façons de l'utiliser. Ensuite il y a plusieurs façons de le tamiser, il y a plusieurs façons de le rediluer. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et ça c'est avec l'expérience, tu finis par acquérir les textures que tu recherches pour les besoins de ton ouvrage. Donc ça va être différent à chaque type d'objet, tu auras une préparation différente selon ce que tu recherches. Est-ce que tu recherches de l'élasticité, est-ce que tu recherches de la finesse, de l'épaisseur, de la souplesse, enfin voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte.
D'accord. Parce que là, grâce à ton tamis, t'as retiré quelle partie de l'amidon que tu voulais pas garder? Alors c'est pas ça en fait, j'ai cassé t'as cassé le produit. Exactement, okay. C'est ça. J'ai cassé l'aspect, comment on dit, le côté compact en fait, pour avoir une certaine texture en cassant en fait la structure de l'amidon. Le b.a.-ba du métier de restaurateur, c'est reprendre des déchirures. C'est vraiment le truc que tous les restaurateurs papier maîtrisent et pratiquent au quotidien. Comment ça se passe? Alors pour l'instant je vais pas mettre à plat, hein, j'ai axé, donc chaque chose en son temps. Je mets un buvard. Ça change tout. Hein. Ok. Donc je vais te redire ce que je disais. Donc tu vois, là il y a un sens de la déchirure, hein, donc il faut trouver, est-ce que c'était plutôt là, est-ce que c'est plus ça, plutôt là, je tremble carcasse. Hop. Donc plutôt de ce côté. Mais... Non, je pense que c'est moi. Donc plutôt comme ça. Je prends... Ne bouge pas. Je te gêne pas là? Non, nickel. Je prends mon fameux papier japonais qui est là, très fin. Je prends dans le bon sens de la fibre. Ce n'est pas un tuto, alors je vous laisse le mystère. Hop. Et je déchire un petit bout comme ça, ça fibre bien. Donc ça c'est vraiment très précis, tu vois, c'est vraiment le geste à acquérir. Ça paraît peut-être simple, j'en sais rien, mais ça ne l'est pas. Ça n'a pas l'air simple. Et on peut le faire, okay. Je banalise. Et ça on peut le faire vraiment des tonnes de fois dans la même journée, donc c'est très très long. Voilà. Le métier de restaurateur ne réside pas forcément dans l'exploit visuel, mais beaucoup dans la constance et la régularité. Alors tu peux finir par là. Oups. Voilà, donc je prends un peu de ma colle, que je travaille sur mon bol qui est un petit peu rainuré, donc ça contribue à la casser comme le tamis tout à l'heure. Alors, il y en a qui travaillent avec d'autres types de colle. Moi, c'est comme ça que je travaille. Il y a toujours presque autant de méthodes qu'il y a de restaurateurs. Encore une fois, ce qui compte, c'est de peser le pour et le contre pour le bien-être de cette œuvre en particulier. Voilà. Donc là, j'ai posé mon petit morceau défibré. Attention, il faut bien le voir. Ouais, je vois rien du tout. J'en colle. C'est très fragile et ça va être encore plus fragile maintenant qu'il est humidifié. Et je l'ai mis sur un buvard pour enlever l'excédent d'eau en fait. Ah, donc souvent là ça peut se déchirer, donc c'est là où tu dois maîtriser vraiment ta connaissance du papier, de sa réaction, de son sens, de fibres, etc. Ensuite je le pose comme ça, sans le déchirer, voilà. Hop, c'est idéal de tapoter avec la pulpe du doigt parce que tu as vraiment cette espèce de nervure en fait du doigt qui fait vraiment un collage très doux. C'est pas comme avec un plioir où tu risques d'appuyer hyper fort, de lisser le grain du papier et de le dénaturer. Et ensuite, tu remets ton petit anti-sec qui évite que ça colle à ton buvard. Et tu remets un petit buvard. Et maintenant, tu mets un petit pois. Oh, même le pois est joli. Je m'attendais à autre chose. C'est très joli. Pied. Comme ça, je te vois. Oui, je te vois. C'est vraiment un tuto cuisine. C'est vrai. Et maintenant, le petit lardon. C'est pas de la cuisine, ok. C'est vraiment, il n'y a pas de petits pois. C'est vraiment hyper technique. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment le type de geste qu'on peut répéter une centaine de fois dans la même journée. Et c'est vraiment l'essence du métier de conservateur-restaurateur. Souvent, la technicité, la complexité de notre métier, c'est vraiment justement l'invisible et pas le résultat final. Hop, donc là, une fois que c'est sec, tac, délicatement, attention, normalement ça colle pas, voilà, la preuve. Hop, tu vois là, ça peut coller sur l'autre, mais c'est très temporaire. Hop, ça s'est détaché. Et il y a ce petit excédent là de petit papier là qui se balade que je vais couper. Donc souvent, je réutilise mon buvard par exemple et proprement au scalpel. Tu te cales le long de la ligne sans déborder évidemment et tu coupes. Hop. Et voilà, il est quelque part, il est là. Où est-ce qu'il est ton doigt? Il est là. Voilà, et ça donc c'est bon. Du coup, est-ce que le papier de soie là, pour ce projet, ça va être ta seule solution pour... Ah oui, le papier japonais. J'ai dit quoi? Alors ça c'est très drôle, c'est des pains à cacheter. J'en avais fait une vidéo. C'est exactement le même principe. C'est vrai? C'est marrant. Tu vas te commencer une hostie ou pas? Oui. Donc c'est un pain azime, très léger, une petite gaufrette. C'est de la gaufrette. Mais consacrée. Et en fait, on connaît bien les seaux à cacheter pour fermer des lettres, etc.
les soins cachetés, historiquement, ne s'emploient pas seuls. Le soin cacheté, il est vraiment là pour apporter la preuve que c'est scellé, pour estampiller, avec un blason, des initiales, signé en fait. Mais il y a un doublon en dessous, en fait, il y a une petite gaufrette qui est collée, un peu comme un timbre en alléchant. Donc l'amidon du petit gâteau, en fait, il va se réactiver avec l'humidité de la salive. Et ça permet de coller des choses. Et c'était utilisé comme ancien post-it. Excellent. Donc ça, c'est quelque chose... un super témoignage. Bah ouais, est-ce qu'elle l'aurait posé là avec moins de conviction que les autres? C'est une bonne question. Je sais pas du tout pourquoi ça aurait été fait comme ça. Ça peut aussi être un rajout plus tard et que quelqu'un qui n'avait pas de gomme à disposition, c'est possible que ce soit une technique instantanée parce que c'était un petit peu hors de sa session de collage. Elle devait s'organiser des sessions du coup parce qu'il faut quand même préparer la colle, etc. Ouais. En plus, c'est une petite note effectivement. Ça fait plus effet post-it comme tu dis. Plus post-it. Oui, c'est pas un élément qu'elle a. Et je sais pas si c'est elle qui a écrit son écriture parce que. C'est un commentaire en fait d'un des textes, des textes, je pense par qui ça a été écrit, donc voilà. Et c'est un petit peu touchant quand tu penses, c'est un petit peu un baiser aussi. Ouais, j'avoue, c'est chouette. Les Japonais parlent de ça, de baiser interposé, c'est hyper érotique pour eux. De par exemple lécher une glace après quelqu'un, pour eux c'est genre ouais. C'est genre mon crush. Potentiellement, c'est peut-être un petit peu... Il y a de l'ADN. Peut-être de l'ADN de Marie Dagou. Absolument. Tout à fait. Donc peut-être qu'un jour, si la technologie avance et qu'on peut reconstituer un avatar voilà, d'une personnalité grâce à son ADN, bah, c'était un témoignage très précieux. Revenez ici. Vous tombez sur cette vidéo. Quand je parlais des cheveux ou de la poussière, justement, bah, c'est pour ça que, bon, on peut pas toujours tout garder, certes, mais c'est pas anodin de la supprimer, parce que potentiellement, ça peut être... Toi, t'es plutôt partisane de conserver ou est-ce que ça dépend vraiment de l'objet que tu restaures et de ton client ou... Ouais, t'as tout dit. Ça dépend vraiment, encore une fois, de la valeur de l'objet et de sa destination. Il y a aussi des clients qui veulent pas du tout entendre parler de tout ça. Tout ce qu'on se dit en ce moment, c'est ce que j'aimerais en fait dire à mes clients, mais que j'ai souvent pas le temps ou l'occasion de dire. Mais ça les intéresse, eux? Ça les intéresserait certainement d'en parler, mais on a rarement le temps d'élaborer autant. En fait, les questions les plus spontanées des clients, ça va vraiment être lié à l'aspect, l'esthétique. Et c'est pas toujours l'aspect le plus important et le plus intéressant de leurs œuvres. Mais on a un marché de l'art qui est quand même spéculatif. Des particuliers qui sont pas collectionneurs, qui n'ont pas l'habitude, quand ils font la démarche de pousser la porte d'un restaurateur, ils sont quand même dans une démarche d'une œuvre à exposer et ils n'ont pas du tout les mêmes considérations. Et même si je leur expliquais tout ça, enfin je le sais hein, parce que par expérience, ça c'est déjà arrivé plein de fois, même en expliquant tout ça, la personne peut l'entendre, mais ça va presque lui compliquer la tâche du choix. Alors soit ça va la faire partir finalement en se disant ah mince finalement c'était pas une bonne idée de restaurer, donc tant pis pour moi. Après j'ai fait mon travail éthique, hein, tu vois, j'ai prévenu, c'est mon travail. Soit il y a des personnes qui vont pas du tout entendre parce que, et c'est légitime, leur objectif c'est pas d'avoir une archive chez eux, c'est pas un musée. Donc ça dépend vraiment en fait de la personne, j'essaie de proposer dans la mesure du possible. Par contre quand c'est une œuvre qui appartient à un musée, une archive, une bibliothèque, la question ne se pose même pas, je laisse. Et si c'est perdu lors des consultations, c'est la vie de la petite poussière, d'aller se promener ailleurs. C'est sa destinée. C'est sa destinée, voilà, c'est comme ça. Je sais pas si le cadrage te convient. Attends, on va voir. J'essaie de trouver... Ah, regarde, petite caricature. T'as la filmer maintenant, elle est trop mignonne. Oh, c'est ragoûtant. Qui a collé ça comme ça? Ah, bah ça doit être en effet... Ah oui, effectivement, le papier n'a pas le même format. Ouais, on a... plus petit, et même la couleur, la teinte est un peu différente. Ouais, on a un rajout de papier là, à la fin. Oh, le drame. Ouais, c'est un peu carnage. C'est très bizarre et ça ressemble pas du tout en effet au reste. Depuis le début, c'est impeccable, le collage est minutieux. C'est vrai, ouais, t'as raison. Je pense que déjà c'est un rajout et c'est possible que ça ait pas été fait par Marie Dagou elle-même. Mon hypothèse, parce que c'est vrai que ça a rien à voir en termes de mise en œuvre, ça correspond à des dates plus tardives, en plus 1841. Je pense quand même que ça c'est l'écriture manuscrite de Marie Dagou, mais c'est pas impossible que y ait eu un lot en fait de coupures qui n'ait jamais été collé dans l'album, qui était peut-être à côté dans une enveloppe ou que sais-je, et un admirateur, j'en sais rien,
et choisi de raccorder le reste à l'album. Donc bah, tant mieux, heureusement qu'il l'a fait, parce que moi ce n'est pas perdu. Ouais. Mais c'est vrai qu'il aurait pu un peu plus s'appliquer. Ouais, et rester dans la même dynamique que la petite Marie. Ouais, je fais une dédicace à Régis Champion. Je dois pas la rêve, désolée. L'étape la plus importante, on va dire, et la difficulté de cet ouvrage, c'est que quand on déplace les pages, il y a des coupures qui se plient, qui se froissent. Ça sert absolument à rien de restaurer une œuvre si c'est pour que les dégradations se reproduisent. C'est vraiment du travail perdu, du temps de travail perdu. Donc j'ai mis du temps à trouver la meilleure solution, voilà, parce qu'il faut pas tout changer. Il y a quand même un choix de collage de Marie Dagou qui fait partie de l'histoire, qui fait partie de son intention, de sa psyché. Donc la solution que j'ai trouvée, alors ce n'est pas du tout bien coupé, mais c'est juste pour avoir l'idée, voilà, c'est des prototypes, on passe un peu notre temps à trouver des solutions. J'ai mis du temps à la trouver, puis un soir, Eureka. Mais en fait quand tu es con, c'est vrai que ça m'est sorti spontanément. J'ai mis du temps à la trouver, puis un soir, Eureka. J'ai mis du temps à la trouver, puis... ça, tu fais ça comme ça, et puis hop, t'emballes et c'est fait. Combien de temps t'as travaillé dessus? Ça va, franchement, 516 heures. Quand tu connais tes matériaux et que tu connais leur réaction, j'avoue que j'ai des réflexes parfois. Ça me fait rire parce que, en fait, quand tu connais ton objet et que tu connais ton corps, quand t'es dans des métiers liés à l'artisanat comme ça, t'as un contrôle complet de ton corps, en fait. Ta respiration aussi, du coup. Ouais, t'as raison, tout à fait. Et du coup, t'es tout le temps en tension constante de ton corps. Donc quand je fais un geste comme ça, il sait exactement où il va. Je suis pas un centimètre plus haut, un centimètre plus bas par rapport à ce que je voulais. D'accord. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter les gestes à risque et de faire peur aux clients. On est chaud. Donc voilà, la solution que j'ai trouvée, en fait, c'est du... Alors, on n'est pas dans les bonnes dimensions, on est bien d'accord. Ça sera de créer des sortes d'enveloppes comme ça autour des coupures qui sont mobiles, hein, qui sont attachées juste par un bord, qui sont pas collées en entier. Et de plier, en fait, cette enveloppe comme ça, dessus, dessous, en chevauchant, dans un papier que je choisis, encore une fois, pour pas avoir de surépaisseur dans l'ensemble, il faudra quand même sélectionner. L'objectif, il est double, en fait, c'est que ce papier sera collé seulement sur cette surface qui est en dessous. Donc les deux rabats sont mobiles. Donc ça permet, quand on tourne la page, hein, d'avoir une coupure qui est parfaitement maintenue, qui a aucune raison de glisser. Maintenant, pourquoi cette idée? Parce que si un jour on a besoin pour une exposition ou pour une numérisation de retrouver l'aspect visuel de l'album, comme Marie Dagou l'a vu, l'a envisagé, on peut replier cette pochette dans le dos et ni vu ni connu, ce sera absolument caché avec très peu de surépaisseur. Donc ça c'est l'idée. La colle que j'utilise, qui sera donc juste sur la surface arrière, c'est une colle réversible, à savoir c'est utopiste, mais c'est une colle qui est stable, qui va pas apporter de dégradation supplémentaire. Et si un jour quelqu'un décide que mon intervention n'est plus adéquate, parce que soit ça n'a pas marché, hein, l'erreur est humaine, même si j'envisage tous les paramètres, peut-être qu'il y a un contexte qui fait que ça ne fonctionne pas, ou plus, ou peut-être qu'il faudra le changer, j'en sais rien, ou pour une expo on souhaite le retirer, et bien dans ce cas-là ça pourra être retiré avec quasiment pas de modification de l'album. Il y aura quelques résidus de colle forcément, mais invisibles, piégés dans la fibre. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas éviter, hein. C'est normal dans une restauration. En revanche, tout l'intérêt c'est que je n'aurai rien collé ou modifié avec cette histoire de montage sur les coupures, à savoir l'élément le plus important dans cet album. Donc l'autre paramètre que j'avais à prendre en compte, c'est qu'on voit bien que les dégradations, donc là ça a été déjà restauré, que les dégradations sont toujours situées évidemment à l'endroit où les personnes sont tentées de soulever les papiers en fait. Donc c'est vraiment les zones de fragilité qui sont les plus sollicitées. Donc l'idée avec ces petites pochettes, c'est que ça va signaler les coupures qui sont mobiles, qu'on doit retourner parce qu'il y a du texte derrière. Donc avec une pochette comme ça, ça crée un frein pour le spectateur qui est conscient, enfin pour le lecteur, qui est conscient qu'il doit prendre son temps, et donc il y a vraiment une démarche intentionnelle d'aller retourner la coupure en prenant soin. Ça permettra de faire la distinction avec aussi les coupures qui, elles, ne peuvent pas être retournées. Et il y en a plusieurs qui ont des dégradations parce que quelqu'un a tenté de les retourner. Là, je suis déjà intervenue, donc j'ai recollé, mais ce genre de coupures peuvent être un peu soulevées dans un coin, ce qui risque encore une fois de créer une déchirure
entre la zone qui n'est plus collée et la zone qui est encore collée. Donc comme ça, le lecteur saura ce qu'il peut ou pas soulever. Et du coup, toi, ton ajout là que tu as fait ici, est-ce que tu vas essayer de te rapprocher de la teinte du papier original ou tu le laisses tel quel? Alors oui, non, là je vais pas essayer d'approcher la teinte puisque on est donc dans une œuvre de type archivistique. Ce qui compte, c'est surtout l'information, la conservation la plus intacte possible, la plus minimaliste. Donc on cherche pas du tout à faire oublier ce type de détails. Au contraire, ça offre presque une mise en garde pour le lecteur. Et puis ça fait partie de l'histoire aussi. Cicatrice, quoi. C'est une petite cicatrice, exactement. C'est une œuvre qui n'est pas esthétique déjà à l'origine dans sa création. Et en plus même actuellement, tout est hybride, il y a des collages dans tous les sens, des griffures dans tous les sens. C'est vrai que de manière générale, par contre, les restaurateurs essaient de rester le plus en retrait possible des œuvres, bien sûr. Mais ça dépend vraiment de l'objectif de l'œuvre. Ça sera plutôt une démarche qu'on a avec des œuvres d'artistes, donc des œuvres esthétiques, où là, t'es pas censé rajouter ta petite patte créative parce que ça ne t'appartient pas. Là, c'est neutre, donc il y a pas... Ça serait beaucoup plus gênant si je décidais de rajouter, signature. Voilà, ma signature. Je suis passée. Ça serait peut-être problématique pour le coup, tu vois. Ça risque de l'être. Ceci dit, c'est déjà arrivé. Ouais, ça arrive, il y en a qui tombent dessus. Excellent. Ouais. Excellent, je sais pas si c'est... Si, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Il y a une conférence que j'avais suivie et qui avait créé la polémique, justement, où ils expliquaient que les compagnons du devoir en pierre, en taille de pierre, eh bien, il y en avait... Alors non, c'était en tuile, ardoise même. Eh bien, il y en a qui laissaient des petits messages, des petites signatures derrière. Et tu sais, dans le compagnonnage, t'as vraiment une règle de maître à élève, de respect de l'ouvrage, de l'objet. Enfin, il y a une sacralisation vraiment du geste. Et des personnes, des compagnons qui avaient réagi à ce truc en disant inadmissible, enfin vraiment parce qu'il y avait cette idée voilà quasiment blasphématoire d'avoir mis ton petit nom et tout, mais en même temps on est hyper heureux aujourd'hui quand on restaure une vieille église, un château, de trouver des petits messages cachés, des pièces de monnaie dans le mortier. Ça rend le truc plus humain, quoi. Ben ouais, c'est ça. Donc c'est aussi intéressant cette part qu'ont les restaurateurs. Finalement, encore une fois, aucun geste n'est anodin. Et nous aussi, quelque part, on laisse quelque chose de nous. Il faut savoir ce qu'on choisit de laisser, dans quelle mesure, et le faire avec le plus de respect possible. C'est dimanche. Enfin, rentrez vos enfants. Et tard, il fait nuit, c'est bon là. Croque-mitaine. J'adorais jouer. J'adorais jouer la nuit, comme Bah oui. Tintin. Tu veux le fermer? Comme à la fin de toute journée de travail, vas-y, donc avec confiance. Ouais, c'est vrai. Voilà, n'aie pas peur d'emporter, tout va bien, tu te fais confiance, tu accompagnes. Voilà. Magnifique. Oui. Alors, est-ce que tu te sentirais de faire restaurer une œuvre maintenant par quelqu'un? Est-ce que ça... Par toi, oui. C'est gentil. Bah non, mais du coup, c'est vrai que ton approche, elle est quand même beaucoup plus dans le respect de l'œuvre que juste dans cet effet waouh absolu que certains peuvent essayer de montrer. Ouais, donc tu t'y attendais peut-être pas forcément. Non, effectivement, moi c'est vrai que ce que je vois sur les réseaux sociaux, moi j'y crois. J'y crois, effectivement, c'est vraiment les avant-après. Ouais, et finalement c'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut connaître pas mal de produits chimiques. Il y a beaucoup de paramètres. Et ouais, même maintenant quand tu le dis, ça semble tout à fait logique, mais que j'avais pas spécialement en tête. Donc c'est une connaissance pas que de l'art en général, c'est une connaissance du papier, des matériaux, comment sont faits, rester au plus proche de ce qui a été fait et pourquoi ça a été fait. Et sans dénaturer, non franchement c'est éclairant. Oui. C'est vrai qu'il y a cette vision hyper esthétique qui est transmise sur les réseaux sociaux. Alors on est content en tant que restaurateur parce que notre métier sort de l'ombre et on en a bien besoin. Mais souvent ce qui est filmé, et ça paraît assez logique, c'est des choses qui sont très visuelles. Hein. Beaucoup justement de restauration de tableaux. Et on a une problématique assez particulière en restauration de papier, c'est qu'on a des œuvres qui sont basées sur l'idée qu'on voit le papier. Donc que le support papier qui porte toute l'œuvre, en fait, qui porte le trait, le coup de pinceau, bah, si ce support il est abîmé, on peut atténuer, mais il y aura toujours des cicatrices, comme tu le disais bien, on verra toujours les marques du temps. Avec la restauration de tableaux, c'est beaucoup plus facile de faire oublier ces marques du temps parce que de fait, tu fais des accumulations de mastic, de retouches et t'as beaucoup plus cet effet waouh. Et c'est vrai que quand on est restaurateur de papier, on se retrouve souvent avec cette problématique, cette difficulté à expliquer aux clients
qu'il peut pas avoir les mêmes attentes auxquelles il s'est habitué dans la presse. Donc c'est vrai que tu peux avoir des clients qui vont venir avec une œuvre esthétique pour le coup, hein, avec vraiment un visuel, et ils veulent quelque chose comme neuf, ce qui est impossible déjà. Et puis ils vont s'attendre vraiment à ce que tu fasses complètement disparaître la déchirure, l'auréole, et ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Il faut revoir sa philosophie du papier et apprendre à vraiment apprécier ces cicatrices qui font partie de l'histoire de l'œuvre, qui lui ajoute vraiment toute son émotion. Merci. Bon bah merci beaucoup Célia, c'était chouette, bah pas de soucis, on se refait ça bientôt. Avec grand plaisir. Cool. C'est parfait, j'avais des grosses chaussettes. C'est trop bien, je suis en train de filmer. Super. Wow, heureusement que j'ai retiré les trucs parce que je commence déjà à mettre mes... Hop, j'éteins ça. C'est magnifique. Et tout d'un coup. Et là, c'est le drame. Non, je sais pas, j'en sais rien, je te fais confiance. Je sais pas s'il faut que je bouge pas, j'ai pas le droit de bouger. Je vais quoi? Je sais pas comment me poser. Faire comme toi, je vais faire la même gestion. Et on voit ici que c'est fait proprement. Alors qu'à la fin... T'es pas censé le savoir. C'est vrai. On coupe. On commence. Mais tu vois, ce sera bien, je te montrerai à la fin, okay. Tu pourras le dire. Wow, mais dis donc, c'est bizarre au début. Ok, c'est ce que je te disais quand on peut. C'est vrai, très bien. Waouh, il faut... Je suis déjà dans le futur, en fait. Petit trou aussi. Un peu toi aussi, hein. Un petit peu. Tu me dis quand t'as trop froid, faut continuer pour l'instant. J'ai plein de chaussettes dans mes chaussures. J'ai 3 couches. J'ai 3 couches de chaussettes, ça devrait marcher. Cool.